Bon, ça a coupé. Peu importe. Bon, là, ça, c'est la suite de la vidéo. Je me suis accrochée sur quelque chose. En tout cas, peu importe. Je pense que je suis un petit peu trop exaltée en ce moment. Oui, pour continuer, quand j'expliquais que finalement, ce processus d'être dans une catégorisation quelconque du profil junggien, ce qui importe au final, c'est de cerner notre situation actuelle. Et dans les précédentes vidéos, je commençais à comprendre que pour essayer de se sentir à 100% à l'aise avec la caméra, se sentir 100% à l'aise avec sa parole, il faut élaborer sûrement des techniques pour se sentir bien en tout temps. Bon, pour l'instant, les techniques que j'avais en tête, je sais pas si je peux encore les garder en tête en ce moment. J'explique parce que c'est pas évident de se dire, ok, ben c'est une technique qui va toujours fonctionner parce que je vais toujours être 100% à l'aise avec ces techniques. C'est sûr que non. C'est sûr que non parce que si je décide par exemple de me filmer à chaque moment où j'en ressens le besoin, premièrement, bon ben j'ai cerné le besoin, ça c'est sûr que c'est une bonne chose à faire, mais est-ce que dans ce besoin que j'ai de filmer et pour percevoir justement mes idées que j'ai à vous offrir, est-ce que ce moment est le meilleur moment choisi, malgré le fait que j'en ai besoin? Est-ce que c'est le moment idéal? Est-ce que j'ai assez d'énergie en soi pour pouvoir extriquer, pouvoir sortir en moi les images que j'ai que je peux partager, qui pourraient être pertinentes pour mieux comprendre son archétype, ou comprendre sa situation plutôt que l'on vit en ce moment? Parce que c'est pas juste une question de s'identifier à un archétype et de rester identifié à cet archétype et essayer de le maîtriser et essayer de devenir encore plus, d'une manière plus perfectionniste, ce modèle. C'est pas nécessairement ça, en fait, qui vaudrait la peine en ce moment quand on comprend nos procédés, nos fonctions cognitives, quand on apprend à les approfondir de plus en plus, pardon. Donc, ce que je vous recommande pour commencer à vous exprimer devant la caméra, quand vous voulez sentir 100% à l'aise et quand vous avez justement cerné le besoin de le faire à ce moment précis, ce que je conseille en premier, c'est de laisser a priori tous ces jugements par rapport aux archétypes. De laisser un peu tomber cette certitude que vous avez d'être dans ce stéréotype. Vous pouvez plutôt essayer de comprendre pourquoi en ce moment vous êtes identifié à cet archétype-là. Pourquoi vous êtes identifié. Moi, ce que je comprends en visionnant un peu mon passé et mes expériences, c'est que j'ai besoin d'avoir un recul. J'ai besoin d'être éloigné de pensées environnantes, du monde extérieur, de ce qui se passe dans le monde réel. J'ai besoin de plus m'identifier exactement à ce qui se passe. Mais pourtant, j'ai toujours besoin d'avoir une réflexion constante. J'ai besoin d'avoir des dialogues avec les autres, avec mes amis, avec ma famille. Donc, ces choses-là, pour moi, c'est essentiel. Mais pour que je puisse me sentir prête à m'ouvrir et à avoir mes réflexions et peut-être à les laisser dans la tête de quelqu'un d'autre, parce que ça reste que quand on a une conversation, ben on imprègne nos pensées dans la pensée de l'autre personne. Donc je me demande en ce moment, est-ce que je suis prête à revenir dans ce monde extérieur pour laisser me laisser m'ouvrir à ces réflexions aux autres.
Donc, ce que je conseille, c'est difficile de laisser tomber tous ces attachements qu'on se fait par rapport à notre archétype, mais c'est pas nécessairement notre archétype. C'est pas nécessairement un archétype qui va nous suivre toute notre vie, et c'est certainement pas un archétype qui nous représente à 100% non plus, parce que quand on fait le test, si on le fait en plus à plusieurs reprises, ce qui vaut encore plus la peine de se sentir en maîtrise de cet archétype-là, c'est de faire plusieurs fois le test et de se sentir et de faire le test aussi plutôt dans un moment où on n'est pas fatigué, on n'est pas irrité, on n'est pas perturbé par quelques pensées ou par l'environnement qui nous environne, par l'environnement dans lequel on se situe. Donc, il faut vraiment être 100% présent, faut vraiment être bien dans notre peau pour faire le test. Et la chose la plus difficile à faire aussi, c'est ne pas se mentir à soi-même, surtout quand on veut établir quelque chose d'authentique avec les résultats. On veut établir quelque chose d'authentique parce qu'on veut travailler sur soi-même. Et si on veut travailler honnêtement sur soi-même, ben, il faut vraiment répondre honnêtement aux questions. Et il ne faut pas répondre aux questions pour idéaliser la réponse, pour pas s'idéaliser, pour essayer que lorsque l'on a la réponse, de prétendre être cette personnalité, cet archétype-là. Donc, il faut... parce qu'on veut tendre vers... J'imagine que chacun qui fait le test aimerait travailler sur des facettes de leur personnalité. On a encore beaucoup, beaucoup à faire aujourd'hui dans notre société, surtout si on est quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui a un vécu assez lourd, qui a des traumas assez difficiles à faire, à travailler. Hein. C'est toute partie de nous. On a tous ces traumas, toutes ces choses complexes qu'on garde dans nos réflexes, dans notre inconscient. Ben, on veut essayer de travailler pour vivre en harmonie avec eux. Quand on commence à faire le test, premièrement, c'est pas de chercher à être quelqu'un d'autre et essayer d'aspirer à cette personnalité. Faites-le vraiment honnêtement, faites le test honnêtement et dites-vous que c'est normal aussi que ça ne correspondra peut-être pas non plus exactement à qui vous êtes quand vous allez avoir le résultat. Vous allez sûrement vous demander pourquoi je fais partie de cette catégorie, qu'est-ce que j'ai de plus ou qu'est-ce qui me manque. Comme en ce moment, quand j'ai refait le test en plus, j'ai refait plusieurs fois, même après m'être authentifié sur ma vidéo, durant la première vidéo, j'étais encore dans le doute et dans l'hésitation, puis c'est exactement la chose à faire, c'est d'être toujours resté dans le doute. C'est jamais de s'identifier à 100%. De toute façon, quand j'ai fait le test, à chaque fois je le refais, tout dépendant de mon humeur, parfois ça dépend justement de ce que j'ai vécu dans ma journée, dans ma semaine. Si j'ai eu comme la semaine passée, j'ai vécu un harcèlement à mon travail. Et ça a joué beaucoup, beaucoup avec le test. Quand je l'ai fait après, je constatais que j'avais pas envie de sortir, de voir des autres personnes, de socialiser. Ça a fait en sorte que le test m'a identifié introverti. Mais bon, c'est sûr que j'ai essayé de rester le plus fidèle avec moi-même et non pas juste essayer de répondre avec les émotions que je contrôlais en dedans de moi, mais aussi avec le vécu, avec mon passé, avec toutes les expériences que j'ai vécues et comment j'étais quand j'étais enfant, comment j'étais quand j'étais adolescente. Toutes ces choses-là, faut les prendre en compte aussi, pas juste prendre en compte le moment présent quand on fait le test. Donc pour l'introversion, je suis convaincue, et encore je le suis aujourd'hui, que ça fait partie de moi, puis autant que j'aime écouter et être avec mes amis, être avec les personnes que j'aime, je vais toujours avoir je vais malgré moi prendre la position de cette personne qui a envie d'écouter et comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette personne, dans cet être humain, essayer de voir pourquoi elle a des problèmes, essayer de comprendre comment, sans rationaliser, mais juste imaginer
cette vie devant moi qui s'ouvre à moi et qui a des vies complexes, tellement complexes, et surtout complexes parce que c'est des personnes qui aiment se tester, vivre des situations confrontantes, vivre des situations où on ne sait pas comment agir. Donc, quand je parle de ces personnes, bon, c'est des amis qui me ressemblent aussi, donc c'est pour ça que c'est un partage tout le temps constant sur nos impressions. Alors, pour faire le test, si vous l'avez déjà fait et que vous vous êtes identifié et que vous l'assumez et que vous êtes à l'aise de le dire à quiconque qui vous le demande, c'est mon seul conseil et ma seule réticence que j'ai en ce moment par rapport à ce test, que il faut rester dans le doute. Il faut s'ouvrir malgré tout, en sachant qu'on est une introvertie ou un introverti. Il faut rester dans le doute de soi-même. On est des êtres tellement changeants. Et si vous êtes quelqu'un qui absorbe beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions et aime et adore sortir de ces réflexions binaires, parce que on veut comprendre des choses qui sont hors de nous. Ça s'appelle sûrement la curiosité. Il n'y a pas plusieurs termes scientifiques pour expliquer qu'est-ce que c'est ce phénomène. C'est la curiosité, et sûrement que ça se développe dans des différentes gestuelles, dans différents contextes. On est tellement des êtres changeants, peu importe qui nous sommes, que on peut faire le test toute notre vie et peut-être en devenir une dizaine, changer 10 fois d'archétype. Donc c'est ça que j'ai comme réflexion, comme image en ce moment quand j'essaie de comprendre ce phénomène. Et c'est ne jamais rester enfermé dans cette façon d'agir dans le monde. Jamais rester dans cette boîte, parce que ça reste une boîte. Si on passe notre vie à être dans cette boîte, on finit par rester dans un perpétuel mouvement de réflexes qui attire ce que l'on sème. Hein. Si on reste tout le temps dans ce réflexe-là, ben, nos réflexes nous attirent des choses que l'on projette. C'est quand même... si quelqu'un est triste devant moi, ben je vais pas rire. Je vais pas pleurer non plus, dépendant de quel sujet il s'agit, mais je vais juste être là et je vais sonder le visage de la personne, l'émotion de la personne, et voilà, je suis là, je suis 100% là. Et c'est normal, non? Rire devant ce genre de situation, je crois qu'il y a peut-être un manque d'empathie, je sais pas si c'est possible, mais il y a des raisons à tout. Si vous avez un manque d'empathie, mais c'est sûr que c'est pas nécessairement volontaire, c'est parce que lire les émotions, c'est peut-être un bagage cognitif qui ne fait pas partie, qui n'a pas été aiguisé, travaillé. Et c'est un travail, comme je dis dans ma deuxième vidéo, la caméra devant moi qui parle à vous, ma voix qui se projette, ces choses-là, quand je vous regarde, quand je me regarde, c'est un travail que je fais. Alors, pour cette vidéo, j'avais vraiment rien de prévu encore. Je sais que c'est progressif. Plus on avance dans ce cheminement, et plus on réfléchit un peu plus à qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on veut travailler, puis qu'est-ce qu'on veut donner comme information pour que la personne qui regarde, les personnes qui regardent cette vidéo, vous soyez inspirés peut-être par une façon de vous sentir stimulé par toutes les forces qui sont intérieures à vous, qui sont en vous, toutes les forces que vous avez, que soit elles sont cachées ou soit que vous avez expérimentées, mais que vous voulez expérimenter d'une autre façon. Pour l'instant, je ne me suis pas encore ouverte entièrement. C'est sûr que j'ai pas encore expliqué ou j'ai pas véhiculé des idées ou des choses qui m'intéressent, mais je pense que ça va venir progressivement. Et
bon, je veux juste revenir à ce que j'avais promis de faire dans ma deuxième vidéo, donc essayer de vous aider à vous sentir à l'aise pour la prise de parole que vous auriez envie de faire, si c'est le cas, pour vous filmer, pour essayer de stimuler votre audience et essayer de vous stimuler en premier. C'est l'important, c'est vraiment que vous soyez en accord avec ce que vous dites et ce que vous sentez à travers ce que vous dites et ce que vous partagez. C'est vraiment une question de ressentir ces choses-là, se sentir bien avec ce que vous faites et de prendre un peu de recul aussi, de vous demander est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça peut être utile. Si vous voulez que ça soit utile, si vous voulez que ça soit simplement une façon de vous libérer et de partager votre vécu parce que c'est évident que quand on partage notre vécu, ça permet à la personne qui écoute de s'ouvrir aussi à son vécu et de le partager en retour. C'est une façon de donner, de donner pour que la personne puisse recevoir et s'ouvrir ensuite. C'est un long processus. Pour ma part, en ce moment, j'aimerais que ça soit plus éducatif, mais toujours en lien avec ce que je vis. Donc, j'aimerais que dans cette vidéo, vous compreniez que c'est pour vous transmettre l'information que quand on fait la prise de parole, autant une prise de parole qui n'est pas juste devant la caméra, mais une prise de parole en groupe, en public, devant une audience, dans un cours, si vous êtes professeur ou si vous voulez devenir professeur, si c'est dans des réunions, avec un inconnu ou une inconnue, avec quelqu'un qu'on ne connaît du tout son passé, on n'a aucune idée avec qui on discute. C'est une prise de parole authentique. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, cette voix, elle reste intacte. Vous ne changerez pas, vous vous adapterez peut-être, ça c'est évident, mais vous ne changerez pas ce que vous êtes en dedans de vous. Vous êtes une personne à part entière et vous avez vos principes, vous avez votre façon de ressentir les choses et de comprendre les choses. Donc, vous ne pouvez pas laisser les autres vous contrôler sur ce que vous êtes et c'est la chose la plus importante avant de rentrer en communication. Et la communication, ben, c'est là que ça crée une forme de connaissance pour vous. Si vous avez une curiosité exponentielle, si vous avez une curiosité qui ne peut jamais se taire, bon ben ça, c'est sûr que vous êtes sûrement quelqu'un qui ressemble, qui s'apparente au INFJ, mais la curiosité n'est pas quelque chose qui fait partie de... en fait, la curiosité est dans n'importe quel archétype. C'est simplement que, puisque vous êtes plus en mode observation et d'emmagasiner les informations en tout temps, là, en ce moment, c'est vraiment un mode très axé sur la curiosité et sur l'écoute et sur le travail que votre cerveau fait pour assimiler l'information et l'organiser ensuite pour que ça soit clair si vous voulez écrire un livre, si vous voulez écrire de la poésie, si vous voulez composer, c'est la musique, ou si vous le faites déjà, vous devez comprendre que ce processus-là, c'est une façon de canaliser ce que vous ressentez dans ces zones de la réalité. C'est un petit peu mystique, là, je sais pas comment l'expliquer. Il y a plein de sphères qui peuvent vous intéresser. Si c'est la musique, alors l'écoute va être encore plus travaillée. Si c'est la peinture, c'est sûr que c'est le regard, c'est ce que vous voyez autour de vous. C'est la beauté, c'est la complexité, c'est la déchéance aussi, c'est tous ces paradoxes-là ensemble. Alors, dans mes trucs que j'ai à vous offrir, j'adore, en ce moment, ce que j'adore faire, c'est lire beaucoup sur les biographies. Ça me passionne beaucoup, les biographies en général. Et les entrevues aussi, les conférences, ces choses-là, c'est quelque chose qui m'intéresse ces temps-ci. Ça fait quand même quelques semaines que je m'intéresse. Et comme ce matin, bon, j'ai lu la relation que Hermann Hesse entretenait avec Carl Jung. C'est un livre autobiographique. C'est un livre avec des correspondances qu'on retrouve à l'intérieur. C'est un livre en anglais que j'ai
d'une amie qui m'a qu'elle avait dans sa bibliothèque, et j'ai demandé si je pouvais lui emprunter, et j'ai commencé à lire depuis quelques jours, et déjà ce matin, en étant à la moitié du livre, c'était une source d'inspiration pour moi pour partager mes réflexions ensuite. Donc ça m'a aidé à me stimuler pour continuer à avoir des réflexions sur la psychanalyse, la littérature, sur tout ce qui peut créer l'inspiration, qu'est-ce qui donne l'énergie pour avoir une bonne lucidité de vers quelle thématique on a envie d'explorer dans notre créativité. Donc les thématiques, vous avez sûrement vos thématiques fétiches, mais si vous voulez apprendre à les connaître, c'est certainement en s'intéressant à les choses que vous aimez faire, mais d'une façon peut-être un peu plus poussée, si vous voulez en réfléchissant à pourquoi vous aimez autant lire, ou autant écrire, ou autant regarder un film, ou autant analyser les personnes autour de vous. Si ces questions que vous vous posez, ça peut être une bonne piste, une bonne façon d'intérioriser ces choses-là pour ensuite vous stimuler à les enregistrer devant une caméra. Et en ce moment, ben là, je parle devant un écran, j'ai ma webcam. Il y a plein de méthodes pour que vous puissiez vous sentir encore plus en confiance. Là, dans la deuxième vidéo, je vous disais que dans ce que j'avais en tête, c'était d'avoir un objet, d'avoir quelque chose qui vous met en confiance, d'avoir une lumière tamisée qui vous intéresse, qui vous sentez bien, un environnement serein, un éclairage serein, quelque chose dans lequel que vous êtes bien et vous savez que ça ne changerait pas ça ne pourrait pas être autrement que ça. Que cet environnement, que toutes ces choses qui vous entourent, vous accompagnent dans ce processus. Puis, pour ajouter un peu plus d'informations à ce sujet, il faut, pour se sentir authentique dans ce processus-là, c'est aussi de se faire peut-être une liste ou un schéma, ou je ne sais pas comment vous procédez quand vous prenez des notes sur quelque chose qui vous intéresse. Il y en a qui s'enregistrent avec un petit micro, avec leur téléphone. Quand on a une réflexion, on s'enregistre. Il y en a d'autres que c'est un carnet de notes, un petit carnet qu'on met dans sa petite poche à l'avant et qu'on écrit lorsqu'on a une idée ou lorsqu'on a une vision ou peu importe. D'autres, c'est simplement d'aller s'informer en plus en profondeur sur le sujet, sur Internet ou dans des livres, dans des revues, peu importe. Sinon, c'est d'écrire. Hein. Souvent, c'est écrire à l'ordinateur. Là, c'est un flow plus rapide. Ça peut aider aussi. Même si on ne sait pas pourquoi on veut écrire, on le fait. Et c'est là que l'information, finalement, ça arrive à nous. Et là, on la comprend parce qu'on a le désir de le faire, mais on ne sait pas pourquoi. Souvent, c'est ça qui se passe. C'est qu'on a plein de désirs un peu partout qui s'éparpillent. Mais on doit... parfois savoir c'est quoi les priorités, mais quand on sent que c'est trop fort, ben on les laisse se faire, on les laisse c'est presque décidé pour nous. Alors comme bon pour cette troisième vidéo, bon j'avais en tête que ce serait sûrement aujourd'hui que je me filmerais, mais je ne savais du tout de quoi parler. Mais je pense que je suis pas encore prête à trouver des sujets qui pourraient être pertinents, mais pour l'instant, tout ce que j'ai à vous offrir, c'est de vous laisser, de suivre vos désirs et même si vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez aucune raison, vous n'avez aucune façon de schématiser ce désir, ou aucune façon de le cerner entièrement, accomplissez-le. Parce que vous savez sûrement que ce désir veut juste vous apaiser ou vous faire réaliser des choses que vous n'aviez jamais compris auparavant. Donc ces désirs, comme je vous disais, c'est d'écrire, de parler ouvertement à un sujet à 100%. Donc surtout quand on est seul, c'est là que vous avez une meilleure perception ensuite de ce que vous voulez extérioriser. Et bon, l'écriture par ordinateur ou avec un petit calepin, en marchant dans la forêt, en marchant dans la rue, peu importe. Prenant des photos aussi, le visuel. Si vous êtes quelqu'un qui est plus imagé mentalement, que vous avez
vous réfléchissez plus en images. C'est sûr que les photos, ça c'est une très bonne façon de faire, que vous pouvez faire un album photo de ce qui vous passionne. Pour ma part, mais moi, c'est vraiment la parole qui m'aide en ce moment dans ce processus, parce que j'ai commencé récemment à écrire un recueil de poésie, et ce qui m'aide le plus dans ce cheminement, c'est d'extérioriser beaucoup ce que je ressens, ce que je perçois, ce que je comprends autour de moi, et en espérant que ça puisse peut-être vous donner une envie de le faire encore. Voilà, je pense que j'ai assez dit de choses pour l'instant, et merci beaucoup de venir vous informer. Si vous êtes intéressé à m'écrire, j'ai mon adresse courriel en dessous et dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous répondre. Et pour la prochaine vidéo, je pense que là, je vais approfondir un peu plus justement cette relation que Hermann Hesse entretenait avec Carl Jung, parce que pour moi, on dirait que ça a tellement un impact fort sur pour quelles raisons on s'intéresse autant en ce moment au MBTI, aux archétypes, à cette grandeur complexe qui relie toutes ces personnalités ensemble, et qu'est-ce qui en fait en fait, qu'est-ce qui était au final leur désir commun à ces deux êtres humains. Hermann Hesse étant un écrivain que j'apprécie beaucoup. J'ai pas lu tous ses livres encore, mais c'est sûr que dans les prochaines vidéos, je vais sûrement approfondir un peu plus avec vous ces sujets. Si vous aimez beaucoup Hermann Hesse et Carl Jung, évidemment, c'est pas mal un des plus grands fils conducteurs que je vais sûrement suivre dans les prochaines vidéos. Donc, ce sera pour la prochaine vidéo sûrement une petite synthèse de ce que j'ai aimé lire dans cette correspondance. Donc, merci beaucoup. Et à la prochaine.